Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 pour explorer une nouvelle fois ce soir la Belgique sous toutes ses coutures, même quand il n'y a pas beaucoup de coutures. La preuve du côté de Soigny, où on cherche désespérément des candidates pour le fameux concours de Miss. Le concours est sous haute pression, on manque de candidates, on manque de prétendantes, il pourrait bien tomber à l'eau cette année. On verra si le phénomène est généralisé en Belgique ou pas. Nous irons aussi du côté de Nioul, où des questions se posent à propos des Ikea. Le personnel s'est mis à l'arrêt dans certains d'entre eux et bloque même l'entrée des magasins. Nous serons avec Alexandre Gérard en direct ce soir pour comprendre les raisons de la colère et voir ce qu'il va se passer dans les prochaines heures. Autre escale ce soir, elle nous amène, et c'est une nouveauté, du côté de nos députés, du côté de nos bourgmestres pour explorer les frais de représentation. On vous en a un peu parlé hier, sont-ils oui ou non exemplaires? On se posera la question dans un instant. Enfin, dernière escale ce soir du côté de Bièvre, où figurez-vous qu'il y a un rodéo prévu ce week-end qui va rassembler des centaines et des centaines de personnes. Oui, mais Gaïa prétend pouvoir le faire annuler. On verra dans un instant si tout ça est possible ou pas. En compagnie de la science qui revient directement du Cirque Royal, le professeur Bucella est là. En compagnie de son assistant numéro 1, Romuald Lamorté est là. En compagnie du senior le plus connu de Belgique, Hubert Mestré. Et puis pour compléter ce tableau, Julie Compagnon, l'artiste qu'on ne présente plus. Bienvenue dans 100% Belge, édition numéro 25 à peu près. C'est pourri, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. Il fait le modeste, hein, mais regardez la salle qu'il a remplie hier, le Cirque Royal. Le professeur Bucella a rempli en personne le Cirque Royal, nous en avons la preuve. Regardez ces images. Vous étiez sur la scène du Cirque Royal. Vous avez fait des expériences scientifiques que personne n'a compris, mais tout le monde a rigolé. Et ça, c'est beau, professeur. J'ai regardé les stories, waouh. Oh là 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 là. Attention, c'était super, mais c'était absolument pas seul. Hein. C'était toutes les grosses têtes belges avec Laurent Ruquier. Hein, donc vraiment. C'est pas plus stressant d'être devant les étudiants que devant le Cirque Royal? Non, pour moi c'est plus stressant le Cirque Royal parce que l'autre c'est un truc que je maîtrise à peu près. Quoi. Je m'attendais, après cette apothéose, à la politique de la chaise vide ce soir. Eh bien non, vous êtes là, malgré les beuveries que vous avez faites en compagnie des grosses têtes hier soir jusqu'aux petites heures. Il était là, avec Yann Folly qui viendra vous dire un petit coucou tout à l'heure. Il y a un truc qu'il faudra absolument arrêter, professeur Bucella, et je compte sur vous, c'est les imitations de Marc-Antoine Leprêtre. Parce qu'on a trouvé ça très drôle au début, mais franchement, l'accent, il ne le maîtrise pas du tout. Salut, gosse. Ce train était en provenance de Paris, en France, où il n'y a plus de gouvernement, et en destination de Bruxelles, où il n'y a plus de gouvernement non plus. Because les Français, vous êtes foutus de notre gueule, et aujourd'hui, c'est la même chose. Salut, gosse. Julie, la gestuelle à la limite, le bicose à la limite. J'ai vu la vidéo et je trouve qu'il y a une petite ressemblance, mais je trouve qu'il imite plus Manu Toro. Ah oui. Vous vous souvenez, Faux Contact. Qui lui-même imitait le professeur Bucella déjà à l'époque. Donc, ça, je savais pas. On y faisait revient. un plagiat par anticipation. Bon alors, vous savez quoi? Pour mettre tout le monde d'accord, nous remettons une note d'encouragement à Marc-Antoine Leprêtre, histoire qu'il travaille, qu'il retravaille l'imitation du professeur Bucella. On compte sur lui. En attendant, place à votre actu à vous. Voici les visages de la Belgique ce soir. Avec 3 visages qu'on voulait absolument mettre en avant. D'abord celui d'Aurélie qui a été quelque part victime d'une filature, d'une course-poursuite à cause d'un mégot de cigarette. Ce n'est pas une blague. Guillaume Soupard, le conseiller communal qui veut nous imposer la Brabançonne. Et puis Tony, ce petit chat qui fait l'actualité parce qu'il a été remis à un refuge dans des conditions abominables. Mais d'abord, arrêtons-nous sur le visage d'Aurélie avec une enquête ce soir. Une nouvelle enquête qui nous emmène du côté de Binge. Parce que oui, c'est là, dans cette petite ville bien sympathique, qu'Aurélie a carrément été prise en filature. Elle était dans sa voiture, bien tranquillement. Elle passait aller chercher un peu d'argent à la banque. Et puis voilà qu'un agent constatateur du service des sanctions certifie qu'à 15h02, Aurélie, la conductrice, a jeté son mégot sur la voie publique à partir de sa voiture. Et il l'a suivie. 2 photos sont jointes. La première du véhicule photographié, route de Charleroi, à l'arrêt, devant l'agence bancaire. La suivante où Aurélie reprend le volant et où on distingue sur sa main ou dans sa main une cigarette. La preuve, la photo, elle est là. Regardez, le témoignage de ce crime. Elle a bien une cigarette au volant. Ce qui nous surprend, Romu, c'est qu'on ait pu la prendre en filature.
pendant de longues minutes, voire de longues heures, tout ça pour trouver quoi, un petit geste de mégot jeté par la fenêtre. Mais pour rien trouver en l'occurrence. Bon, alors, les agents sanctionnateurs, ils ont effectivement des pouvoirs, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs. Donc ils peuvent pas, comme ça, à la tête du client, se dire je vais commencer à suivre quelqu'un, être arbitraire. Ça doit être proportionnel, ça doit être justifié, et donc ça doit toujours être sur un soupçon fondé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire très clairement qu'ici, ce qu'il a fait, l'agent sanctionnateur, n'est pas permis. On peut pas commencer à filer une personne comme ça. C'est de l'excès de zèle ici, parce qu'on n'est pas dans le film. Je sais pas si vous connaissez le film. Il vous laisse la faire pour le dire salement. Attention quand même aux termes que vous utilisez. Je ne sais pas s'il vous laisse la faire. Il avait un œuf appelé. Parce que justement, je vous comprends. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète. Je pense quand même qu'ici, il y a eu pas mal de soucis. On a un peu l'impression la personne a anticipé en se disant la personne va sûrement jeter son mégot à terre. Mais non, par contre, si il l'avait surprise en flagrant délit, sur le fait, en prenant la photo, là, il était dans son plein droit. Et donc là, c'était autorisé parce qu'on a tous et tout droit à une vie privée. Et donc, clairement, ici, une filature sur base de quelque chose qui pourrait se produire alors qu'il n'a pas eu lieu, c'est non. Oui, mais ça arrive tout le temps. Pris en ça filature. arrive très souvent que la souvent police filé, vous pressent un méfait et prend les devants. La police, n'est pas un agent sanctionnateur, Hubert. Quoi non? La police n'est pas un agent sanctionnateur. Là, on est dans une vrai, fonction c'est vrai, administrative, ce qui fait toute la différence. Oui. Je me tourne vers la science pour clore ce dossier épineux. Oui. Professeur, nous avons besoin de la science. Imaginons qu'on vous prenne en filature. Quelle est la probabilité, si vous commettez une infraction de type mégot jeté par la fenêtre, clignotant oublié, qu'on vous prenne à un moment donné sur le fait? Est-ce que cette probabilité s'approche de 100% ou pas? Vous avez à 100% raison que ça s'approche de 100%. Donc, effectivement, si vous suivez suffisamment longtemps une personne, à un moment donné, elle va commettre un méfait. Parce que la science modélise ça comme étant des tirages aléatoires de type Bernoulli. Donc, il faut prendre, bien sûr, la Vous probabilité... avez fait tout ça en sortant du cirque royal? J'ai fait ça tout à l'heure. Franchement, c'est beau. Alors, imaginons, par exemple, que la probabilité de commettre un petit méfait soit de 1%. Donc 1% toutes les minutes, par exemple. Eh bien, on peut alors à ce moment-là modéliser. Et si vous filez la personne pendant 60 minutes, vous avez 45% de chance qu'elle commette un délit. Si vous la filez pendant 120 minutes, vous avez 70%. Donc, moralité, Aurélie se serait faite tôt ou tard avoir si l'agent l'avait pris en filature indéfiniment. On commet tous tout le temps, on commet tous les jours des petits délits. Donc, si vous suivez quelqu'un suffisamment longtemps, à un moment donné, la probabilité s'approche de 100%. CQFD, Aurélie a donc bien été victime d'un excès de zèle. La science et l'histoire se rejoignent ce soir. Magnifique. La science. Deuxième visage qu'on voulait vous présenter, visage au cœur de cette Belgique. Ce visage, c'est celui de Guillaume Soupart. Il est conseiller communal et surtout, il aime notre pays. Il a notre pays au fond des tripes. D'ailleurs, la Brabançonne qu'on vous lance à l'instant, il a envie de l'imposer. Il fait même la une de la province aujourd'hui. C'est dire s'il a l'honneur de la presse. Voilà ses propos. Il est important d'être fier, d'être belge, fier de notre culture. Cela passe notamment par le fait d'apprendre la Brabançonne. L'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage académique. Il va donc plus loin que Valérie Glatini, notre ministre de l'Enseignement, dont on vous avait parlé ici même il y a ça quelques jours à peine. Vous avez dit qu'elle voulait rétablir le drapeau belge dans les écoles. Lui veut aller plus loin en imposant la Brabançonne. Julie, petite question, parce qu'il fait souvent référence à la France. Est-ce que les petits Français sont obligés, eux, d'apprendre la Marseillaise par cœur? En fait, depuis une loi qui est passée en 2005, effectivement, dans tous les établissements scolaires en France, les élèves doivent apprendre la Marseillaise et la Marseillaise doit être affichée dans tous les établissements scolaires à côté du drapeau français. En plus de ça, ils doivent la chanter dès qu'une occasion se présente et ils doivent aussi apprendre le contexte historique de la Marseillaise. Donc oui, en France, c'est obligatoire depuis 2005. Je peux vous poser une question très personnelle, Hubert? Oui. Si je vous lance sur la Brabançonne, là, ce soir, maintenant, tout de suite, vous êtes capable de la réciter? Non, je l'ai oublié, mais de mon temps, on l'apprenait. Ah. On l'apprenait. Je connais les premiers mots. De mon temps, moi qui ai fait mes études en province de Liège, on apprenait aussi valeureux liégeois. Oui, et ça, je peux vous le chanter. Valeureux liégeois, fidèle à ma voix, pour voilà la victoire et la liberté. J'arrête ou je continue? Je pense qu'on va en garder un peu pour demain. Ça, c'est vraiment l'esprit liégeois. J'en garde un peu pour demain. Je suis fier, savez-vous. Alors, je suis très surpris de voir le plus bruxellois des bruxellois autour de cette table chanter valeureux liégeois. La science est décidément pleine de surprises et de ressorts. Mais en attendant, oui, si les Français apprennent la Marseillaise et que nous n'apprenons pas encore la Brabançonne, nous au moins, messieurs les Français, nous avons un Premier ministre contrairement à vous. Mais il faut toujours préférer son pays à son parti. Et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie.
J'aimerais qu'on ait une petite pensée ce soir pour le président Emmanuel Macron qui, sur les bords de Seine, les quais de Seine, se balade seul en ce moment, en réfléchissant à son avenir, à son futur. Romuald, vous qui êtes branché politique, est-ce que vous n'avez pas une solution à lui proposer? Est-ce que vous êtes disponible éventuellement comme Premier ministre? Alors écoutez, je ne le suis pas. Vous savez pourquoi? Parce que je me sens fièrement belge. Par contre, je suis disponible un jour pour mon pays, monsieur. Et si jamais on m'appelle pour des hautes fonctions ministérielles, je remplirai mon devoir pour la nation et la patrie. Donc, avis aux différents partis politiques qui nous regardent ce soir, il a la dalle, il est prêt à se mettre sur n'importe quelle liste. Ne vous moquez pas des Français. En tant que bruxellois, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour l'absence de gouvernement à Bruxelles aussi. Mais je suis d'accord avec vous, très cher. C'est vrai que nous sommes la région bruxelloise et les Français dans la même galère. Alors, une minute de silence, il en faudrait peut-être une aussi pour Tony. Tony, c'est le troisième visage qu'on voulait mettre en avant ce soir. C'est un chat, oui, mais pas n'importe quel chat. Voilà ce que nous retranscrit la DH à son propos. Il est arrivé du côté de Veeweg, le refuge, dans un aquarium, quasiment en état d'asphyxie, incapable de respirer. Mettons la photo en gros plan, si vous le voulez bien, pour bien voir les conditions dans lesquelles il est arrivé. Cet aquarium était totalement fermé. Il souffrait évidemment d'un manque d'air. On est au refuge Veeweg, qui est dirigé par Gaëtan van Guatsenoven, que vous connaissez bien, qui défend la cause animale depuis des années et des années, qui était fou de rage, fou de colère en voyant cet animal arriver dans cet état. Et il faut savoir que c'était lui qui avait recueilli Paco, il y a quelques semaines à peine, ce chien qui avait été livré dans un taxi parce que sa maîtresse voulait s'en débarrasser en montant dans l'avion. D'ailleurs, Gaëtan van Guatsenoven témoigne d'autres cas particulièrement précaires. Nous avons déjà vu un chat dans un bac à litière fermé avec du scotch. On a vu des chats dans des paniers à linge. On a même eu droit à des lapins retrouvés dans des sacs poubelles. Est-ce que le refuge pourrait ici, mon cher Hubert, porter plainte contre la personne qui a déposé ce chat ou pas? Eh bien, j'ai eu Gaëtan van Guatsenoven. Il m'a dit oui. On pourrait. Mais allez prouver que celui qui a apporté le chat est le propriétaire. C'est parole contre parole. Vous imaginez l'enquête qu'il faudrait. Et, me dit-il, hélas, la police et les tribunaux n'ont pas beaucoup d'enthousiasme pour poursuivre ce genre d'affaires. Il y a des choses plus urgentes. Et attention, ici, me dit-il, on est plutôt vers une négligence plutôt qu'une maltraitance. Parce que les lapins dans un sac poubelle, oui. Tandis qu'ici, ça pourrait se discuter. Ici, c'est sans doute de l'ignorance, c'est ça qu'il veut dire sur les conditions de transport. Il ne savait pas potentiellement il le mettait en danger. Voilà, non, absolument. C'est plus une négligence et une absence de connaissance. Alors, il me fait aussi une remarque qui est quand même très intéressante. Il y a quelque temps, la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt que les sociétés de protection des animaux ne pourraient plus se porter partie civile. Parce qu'il y a le pénal et le civil dans les tribunaux. Or, toutes les sociétés maintenant aimeraient qu'on rétablisse ce droit parce que là, il y a parfois effectivement des exagérations. Je vous avoue que dans mon oreillette, j'ai droit à quelques insultes à l'égard, non peut-être pas du propriétaire, mais du transporteur, en disant « il faut quand même savoir que dans un aquarium fermé avec du scotch, on va à un moment donné être privé d'air et la science aurait pu le dire bien avant nous. Oui, et ce n'était pas un poisson-chat, il faut le préciser. Il faut le préciser. Vous faites bien de rajouter une note d'humour parce qu'on en a besoin face à ce dossier. Dans un instant, nous irons du côté de Soigny, parce qu'à Soigny, l'heure est grave. Vous allez voir qu'on cherche désespérément des candidates Miss. Mais avant ça, place à l'envoyé spécial. L'envoyé spécial Alexandre Gérard qu'on retrouve du côté d'Ognoul ce soir. Pourquoi? Parce que c'est là que la colère a commencé à grimper, à monter et elle symbolise celle d'une partie, en tout cas du personnel d'IKEA, qui a bloqué, semble-t-il, l'accès de certains magasins aujourd'hui à Ognoul, mais pas seulement. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les raisons de la colère, Alexandre? Est-ce que c'est le prix des boulettes qui a augmenté ou autre chose? Non, et c'est pas non plus un changement de recette dans la sauce des boulettes, Thibaut, je vous rassure. Non, en fait, ce mouvement de colère, eh bien, c'est pour dénoncer de mauvaises conditions de travail. Au début, la grève était partielle, le magasin restait ouvert. Mais depuis hier, le magasin de Ognoul est totalement bloqué. Vous le voyez, il y a des caddies derrière moi qui bloquent l'entrée principale du magasin. Et il y a des perturbations dans 5 des 8 IKEA de Belgique. Il y en a aussi à Mons, à Zaventem, à Anderlecht,
à Wilrijk du côté d'Anvers et donc ici à O'Neill où c'est le plus chaud parce que le magasin est totalement bloqué. Je vous le disais, les travailleurs dénoncent de mauvaises conditions de travail, des travailleurs pas remplacés, une septantaine nous disait un syndicat et donc ça crée un manque de bras, de plus en plus de malades. Le mouvement devrait se durcir dans les autres IKEA de Belgique et puis on nous parle aussi d'une perte de valeur IKEA. Je vous propose à ce propos d'écouter Fabien Fiores, il est délégué CNE de l'IKEA de O'Neill. Les valeurs IKEA, c'est travailler dans un magasin où c'est un peu une ambiance familiale. Et donc on respecte le personnel, on respecte les collaborateurs qui travaillent et là tout a disparu. On ne respecte plus rien. Les discussions avec la direction, comment elles se passent? Dans un premier temps, ça se passait super bien. On était écoutés et puis on s'est aperçu qu'on était écoutés mais pas entendus. Donc là, il y a eu des complications. Et par rapport à nos demandes, on ne nous offrait pas grand-chose. Et donc le personnel a décidé de tout bloquer parce qu'ils veulent obtenir ce qu'ils demandent, point barre. Le blocage, il est clair, en tout cas en ce moment. À quoi vont ressembler les prochains jours, Alexandre ? Eh bien, demain, ça devrait ressembler à ça, hein. Pas de magasin ouvert et donc pas besoin de se déplacer. Si vous avez besoin d'un meuble ici à Liège, il y a une réunion de conciliation qui est prévue demain à Bruxelles entre direction et syndicats et donc on devrait en savoir plus quant à la suite du blocage ou pas. Le magasin pourrait rouvrir jeudi ou vendredi en fonction des discussions. Merci Alexandre d'avoir été sur place pour nous. La bonne nouvelle, c'est que puisque la recette n'a pas changé et que le prix des boulettes n'a pas augmenté, vous pouvez nous en ramener pour demain au bureau. En attendant, on fait le tour du pays. Avec 3 escales ce soir, nous serons du côté de Soigny, où il se passe des choses pour les Miss. Nous serons à Chapelle-à-Watine, où ça bouge concernant une église qui fait débat sur place. Et puis à Bièvre, où un rodéo sème la pagaille, non seulement sur place, mais aussi du côté de certaines associations. D'abord, comme promis, première escale du côté de Soigny, parce que là-bas, l'heure est grave. L'heure est même très grave. On cherche désespérément, je dis bien désespérément, des candidates Miss Soigny. Va-t-on revoir ces images fin 2025, début 2026? Personne ne peut le jurer au moment où on se parle. Voilà l'article livré dans la presse régionale aujourd'hui. L'élection de Miss Soigny Hauts-de-Seine est en danger. Le concours est totalement gratuit, nous dit-on pourtant. Les tenues sont offertes, les participants reçoivent de nombreux cadeaux et ne doivent pas chercher de sponsors. C'est Michel Lanvin qui s'occupe de ce concours depuis des années, qui rassure, pas besoin d'argent, venez, on est prêt à vous accueillir. Alors c'est quoi le problème, Julie? Est-ce que la désaffection concernant les concours de Miss, c'est juste à Soigny ou c'est généralisé sur toute la Belgique? Alors, je pense que c'est généralisé sur toute la Belgique, mais aussi sur l'Europe, sur les États-Unis, sur le Royaume-Uni. On voit vraiment que ces concours ont, pour la plupart, été déprogrammés des chaînes généralistes. On les voit arriver en streaming, parce que je pense que les mentalités ont changé. Il n'y a plus vraiment d'intérêt, en tout cas. Voilà. En Amérique latine, en Asie, voilà, c'est encore autre chose. Là, c'est plus ancré dans la culture. Les Miss sont des fiertés nationales, mais c'est vrai que, voilà, de notre côté, voilà, les mentalités ont évolué. Il y a quand même pas mal d'accusations de sexisme aussi dans ce genre de concours. Et puis, pour le cas de Soigny, il y en a déjà 7 qui se sont présentés. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais il en faut plus. Si c'est pour faire un concours de Miss au forceps, je trouve que ça sert un peu à rien. Et la commune de Soigny, justement, pourrait gagner en modernité et en visibilité s'ils pouvaient aussi élargir un petit peu. Mais venons-y parce que les filles de 16 à 25 ans, enfin, je suis désolée. Regardons, si vous le voulez bien, Julie, les conditions. Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes femmes âgées de 16 à 25 ans, célibataires, sans enfants, domiciliés ou résidentes à Soigny. On élargit même à Braine-le-Comte, à Écosine, Heureux. Est-ce qu'il faut revoir les conditions, Romu? Mais tout est problématique. Remettez les conditions. Il faut être célibataire. Donc, parce que vous n'êtes pas célibataire, ça va pas. Enfin, il n'y a rien qui va. Est-ce que, par exemple, on fait des concours de Mister? Mais non. Pourquoi pas créer une société où il n'y a que les corps des femmes qui comptent et on les juge là-dessus? Il y en a un peu marre. Moi, j'ai même envie de vous dire que c'est une bonne chose que ça perd un peu en... vous parlez à quelqu'un qui, un jour dans sa vie, a présenté le concours Mister Belgium. Donc, il y a des concours d'hommes aussi. Ce qu'il y a, c'est que c'est assez attrayant parce qu'il y a des cadeaux. Voilà. Il y a des cadeaux et on peut même gagner un ordinateur portable, une tablette. J'ai vu dans les récompenses. C'est vrai que ça donne envie. Et en plus, on est ambassadeur de sa ville. Mais justement, pourquoi pas ouvrir ça à tous les jeunes pour mettre en avant, je sais pas, d'autres qualités, Pourquoi la motivation. est-ce que la femme doit être célibataire? Enfin, allez, s'il vous plaît, c'est quand même du n'importe quoi. Je vois Hubert, qui aurait pu être organisateur de concours. Mais non,
Soigny-Hauts-de-Seine, qui se dit, mais attendez, Non, mais elle a c'est tout peut-être à pas fait si mal que raison. ça. Mais il y a pire que ces concours de Miss. Moi, je suis révulsé quand je vois aux États-Unis les concours de mini-Miss. Ah non, mais Ces ça, petites filles ça- qu'on Oui, mais maquille, non, mais alors c'est ça- des caricatures, c'est honteux. Ça, pour moi, c'est honteux. Et on me précise en régie que le concours Mister Belgium a effectivement disparu au milieu. Vous voyez, ce n'est pas très au mi-temps voyez, des années ça- 2010. Et puis, excusez-moi, mais une femme, elle s'arrête pas d'être belle à 26 ans. Elle est belle indéfiniment. Non, mais J'ai dit Julie, on est la preuve. Mais non, mais par C'est la exemple, moi je suis personne la plus belle maman, sur le il y a un plateau. concours de Miss dans la commune où j'habite, je suis pas certaine que j'aurai envie que ma fille de 16 ans défile en maillot devant les messieurs, les madames de la commune. Enfin, Je voilà. vous entends. Je remarque que la science est restée très discrète sur ce sujet et ça tombe bien parce qu'on a besoin de la science maintenant avec une autre destination. faire un défilé. Nous allons à Chapelle à Watine. Chapelle à Watine où on a un folklore très particulier. On aime le montrer, on aime le faire vivre, mais au-delà de ce folklore, on a un problème d'église. Regardez ce qu'on a découvert. L'église est devenue impayable en termes de rénovation. La voilà cette église. Vue de l'extérieur, elle a l'air pas mal du tout. Elle a l'air même en bon état, sauf qu'il faut des réparations qui vont coûter plus que des centaines de milliers d'euros. Le bourgmestre n'en fait pas mystère. Vu l'état des finances, la ville ne mettra pas un radis dans cette affaire. L'estimation de départ se chiffrait à 300 000 euros. Aujourd'hui, ça dépasse le million. Alors appelons, si vous le voulez bien ce soir, la science à la rescousse. Professeur, nous avons besoin de vous parce que Carrément, Dark Vador. à un moment donné, J'adore cette musique. à un moment donné, il faut être sérieux et quand la science arrive, il faut savoir lui rendre hommage et lui dérouler le tapis rouge. Le problème de cette église s'appelle la grosse vrillette. La grosse vrillette. C'est ça le problème qui est en train de ruiner le bâtiment. C'est quoi la grosse vrillette? Eh bien, vous avez quand même vu que c'était un problème dans une église à Chapelle. Hein. Moi, je trouve ça plutôt marrant. mais bon, voilà. Alors, c'était... Celle-là, vous l'avez pas faite au Cirque Royal. hier, hein. Le franc vient Non. de tomber. Alors, c'est un coléoptère qui s'appelle Xestobium rufovillosum. Alors, c'est un petit coléoptère qui est surnommé l'horloge de la mort. Parce qu'en fait, les mâles font tac, 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 tac sur le bois. Faut comment? Toc, 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 toc. Ah, d'accord. Pour attirer les femelles. Toc, toc, toc. Ils sont très polis, hein. Ils toquent à l'entrée. Toc, 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 toc. En période de fécondation. Et alors après, bien sûr, la femelle pond les larves dans les interstices du bois, je ne sais jamais dire ce terme humide, et ces larves peuvent rester jusqu'à 10 ans. Et alors elles foutent tout en l'air, le bazar. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un problème insoluble? C'est pas vraiment insoluble, mais c'est parce qu'en fait ça coûte un pont, ça coûte la blinde. Donc il faudrait assainir le bois, il faudrait l'assécher, et puis en dernière étape, le traiter avec les produits. Ça sert à rien d'aller asperger des produits, parce que pour l'instant, on a un bois qui n'est pas sain. Donc c'est pour ça que ce problème est à peu près insoluble, si ce n'est à mettre beaucoup d'argent, ce que la municipalité n'a pas envie de faire. C'est à cause de la grosse vrillette que nos églises sont vides. grosse En tout cas, vrillette, en pas partie. en vrille. Du coup, il va se passer quoi, Romuald, avec cette église? Est-ce qu'on va, je sais pas, en faire autre chose, une discothèque? On va rénover le bâtiment? Parce que si personne ne veut la rénover, il se passe quoi? Bah écoutez, à l'instar de mon nom de famille, je n'ai pas une bonne nouvelle. Elle est morte, en fait, cette église, disons-le clairement. Parce que même pour un propriétaire privé, le coût du projet, le surcoût même, serait beaucoup trop impactant. Restaurer l'édifice, à la base, c'était déjà une coquette somme, 300 000 euros. Ça monte maintenant à minimum 1 million d'euros, alors qu'on avait déjà fait une cure de jouvence en 2013. Rendez-vous compte, donc, le coût astronomique. Il n'y a pas de subside, ça serait juste à la commune de financer ou à un privé qui arriverait. Bref, ça va être très compliqué. 6 années d'inaction qui n'ont pas aidé dans ce dossier. Le bâtiment, Fabrizio l'a très bien dit, il se détériore de jour en jour et donc il va falloir le désacraliser, il va falloir le vendre et le bourgmestre me précisait, ça ne l'amuse guère, sûrement le raser. S'il y a une association qui s'appelle les Amis de la Grosse Vrillette, c'est peut-être le moment d'intervenir parce que vous devez bien ça à cette église que vous avez quelque part ruinée. En attendant, 3e destination, nous allons à Bièvre. Bièvre qui va connaître, bon alors voilà, c'est commune ô combien sympathique, mais qui va connaître un événement très particulier ce week-end. Des centaines, des milliers de personnes vont se réunir pour voir ceci.
L'événement s'appelle Bull Riding, il va y avoir des rodéos avec des taureaux et c'est ça qui énerve particulièrement Gaïa qui en parle dans la presse ce matin. Gaïa et ses observateurs bénévoles, ce sont eux qui le disent, ont constaté le traitement cruel des animaux utilisés lors de rodéos qui ont déjà eu lieu à Westerlo, à Houillet. Ils précisent au passage que c'est interdit dans d'autres pays. Alors Hubert, vous avez tenté de contacter aujourd'hui pas n'importe qui, le ministre-président de la région wallonne en charge du bien-être animal, il s'appelle Adrien Delimon. Qu'est-ce qu'il répond à ça? Est-ce qu'il est prêt à interdire les rodéos ou pas? Sujet délicat s'il en est. Ouais. Ouais, parce que c'est parole contre parole. Ça veut dire que vous ne l'avez pas eu au téléphone? Non, si, ils m'ont répondu. Ah, ok. Ils m'ont donné l'article de loi, je vais essayer de le résumer. À la commune d'abord, on ne comprend pas, parce qu'on a organisé ce rodéo depuis quelques années, et c'est seulement maintenant que Gaïa s'exprime. Alors, ils prétendent que l'organisatrice est sensible au bien-être animal, d'ailleurs, elle a une ferme équestre dans la commune. Donc, bon. Mais maintenant, que dit, non pas la science, cher professeur, la loi. La loi. Bonjour Alex, c'est de l'ex. Alors, des compétitions, dit la loi, où la force, la vitesse et l'agilité des animaux sont mises à l'épreuve ne peuvent être organisées qu'avec des chevaux, des chiens, des pigeons. Hein, les colébeux, c'est normal. Ouais. Bon. Alors, les bovins ne peuvent pas être utilisés dans cette pratique. Et c'est là il y a une exception. La subtilité. Non, nenni, le rodéo, c'est pas une compétition, c'est une démonstration. Ah. Et ça change tout. Alors, la démonstration, bon, il faut des conditions. Il faut une présentation explicative de l'éleveur des taureaux, avant la présence d'un vétérinaire, limitation à 8 secondes de monte maximum sur le bovin. 8 secondes. Au bout de 8 secondes, ils doivent être éjectés, sinon on n'est pas dans le cadre légal. Voilà, c'est extraordinaire, ça. Une seule démonstration, une seule monte par jour par animal. Donc c'est très... Pour les chevaux, là aussi, il faut s'assurer de la sécurité du parcours, il faut que l'animal soit en bonne santé, il faut présence d'un vétérinaire, et on exclut les animaux trop jeunes ou trop vieux, et... toute utilisation d'instruments ou dispositifs susceptibles de provoquer douleur et souffrance est exclue. Là, ici, le bourgmestre m'a dit... a priori, on est dans les clous. Mais à mon avis... On est dans les clous, il y a un vétérinaire qui assiste et nous, on n'utilise pas de bâton. À mon avis, Julie, comptez sur Gaïa pour être présent lors de ce rendez-vous et surveiller si toutes ces conditions épluchées par Hubert sont bien respectées ou pas. Hein. Bah oui, il vaut mieux vérifier parce que, ok, d'accord, si on rentre dans les clous, tant mieux, mais si on rentre pas dans les clous, quand même faire quelque chose parce que la souffrance animale doit nous... Qui veut bien jouer les agents constatateurs ce week-end? Romuald, vous faites quoi? C'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Là aussi, on devrait se poser la question. Quand même aussi d'un autre temps. Enfin, je veux dire, on reste sur les choses un peu d'un autre temps dans cette émission. Mais c'est une émission très retour dans le passé avec vous. Tout est anachronique un peu. C'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Cet homme qui veut s'investir en politique pour son pays tient déjà son discours de campagne. Dans un instant, professeur, belge philosophe, nous allons accueillir une de vos amies, une de vos collègues. Ah oui. Elle est aux grosses têtes avec vous. Liane Folly vient nous voir dans un instant. Et vous savez quoi? Non. On lui posera des questions sur vous, c'est promis. Liane Folly en exclusivité dans 100% belge. C'est dans un instant, ne bougez pas. Merci d'être là encore et toujours dans 100% belge avec une grande question ce soir. Nos bourgmestres sont-ils exemplaires? Vous vous souvenez de la polémique en France avec Jeanne Autxerre, cette mère qui a des frais de représentation très élevés, qui s'achète des fringues très chères avec ça? Chez nous, on verra si c'est le cas ou pas. Certains journalistes ont mené l'enquête aujourd'hui. Nous reparlerons aussi du dossier de la prison au Kosovo, qui avance d'après la ministre de la Justice, Annelies Verlinden. Elle entame des pourparlers cette semaine. On vous dira exactement où en est ce dossier sulfureux. Mais avant ça, on ouvre le consulat. Et dans le consulat ce soir, une amie intime, personnelle du professeur Buchela. Ils sont sur scène ensemble régulièrement. Liane Folly, on la connaît pour son parcours musical. On la connaît aussi pour ses talents d'imitatrice, de showwoman. Elle qui sera sur scène de retour chez nous avec la folle reparenthèse. Ah mais dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là, Liane Folly? Je croyais qu'elle était chanteuse. Golden Eye, the witness. Et ben alors, c'est un spectacle comique, on rigole. C'est comme des coups de
Bonsoir Liane Folly. Bonsoir Thibaut. Merci d'être là. 5 escales en Belgique au programme pour la folle reparenthèse. Il y en a déjà eu une hier soir au Cirque Royal. Vous étiez là avec les grosses têtes. Je voudrais qu'on voit quelques images parce que c'était une soirée attendue par des milliers et des milliers de Belges. Et à cette occasion, vous avez fait la rencontre d'un de nos chroniqueurs, pardon de vous le dire, le professeur Bouchela. Là, c'est vous sur scène, imitation d'Annie Cordy qui a fait rire la salle entière. Mais il y a aussi notre professeur Bouchela. Je dois vous demander quelque chose avant de démarrer évidemment sur votre spectacle. Est-ce que vous avez enfin rencontré quelqu'un de plus fou que vous avec le professeur? Oui, on est de la même famille. La même famille, cousin germain, cousin éloigné? Oui, cousin germain. On va devoir remonter l'arbre généalogique pour voir s'il n'y a pas des gènes communs à un moment donné. Il est incroyable. Non, mais ce que j'aime chez lui, c'est que quand même, on comprend. Moi, je comprends. En tout cas, il vulgarise, il le rend accessible et parfois il explique des choses incroyables. L'histoire du popcorn, tout ça qu'il nous a expliqué. C'est très agréable. Et puis il a une fantaisie naturelle. Je suis très heureux, Liane, que vous dites ça parce que nous, on ne le comprend pas toujours au bord de la table et à table. Donc, si vous le comprenez quelque part, ça va lui faire un immense plaisir. Et il sera là dans 2 minutes top chrono. En parlant de folie, je voudrais qu'on revienne sur la vôtre et sur celle de certaines personnes qui vous ont accompagné. On va remontrer aux origines quelque part de votre parcours avec 2 hommes qui ont joué un rôle clé. Un premier qu'on va vous montrer, Jean-Jacques Goldman, et puis ce manager qui vous accompagne toujours, Laurent Baron, puisqu'à un moment donné, les 2 vous ont accompagné dans ce changement de carrière. Vous étiez uniquement dans la musique, ils vous ont ouvert les portes d'autres choses. Qui était le plus fou dans l'aventure? Jean-Jacques de vous souffler cette idée, le manager Laurent de vous accompagner là-dedans, ou vous d'accepter de partir dans cette aventure-là? Oh, je pense que non. Ce sont des gens qui me comprennent bien. Jean-Jacques, son côté créatif, m'a amené cette parenthèse et m'a soufflé, en tout cas, le thème qui allait être ensuite développé en 3 shows différents. Laurent, quant à lui, il est à mes côtés depuis 30 ans, il a confiance en moi et il est vrai qu'il a foncé parce qu'il s'est dit oui, ça va être formidable. Alors, il a toqué à des portes qui sont restées fermées et là, il a dit moi, c'est pas grave, j'y vais, j'y crois. Il a eu raison. Et il a eu raison d'y croire. La preuve avec la folle parenthèse, la folle parencure et la folle reparenthèse, spectacle avec lequel vous venez nous voir. Il reste une question et une question de définition. Quel est le mot qui vous caractérise le mieux aujourd'hui, Liane Folly? On vous fait une série de propositions si vous le voulez bien. Est-ce que c'est imitatrice, chanteuse, humoriste, comédienne, artiste, voire même artisane? Quel est le mot que vous emprunteriez pour vous? Moi, j'emploierais le mot enthousiaste, qui n'est pas dans votre liste. Ah c'est raté, on va refaire une liste et on peut rajouter enthousiaste. Mais en tout cas, ça sera artisane, oui. Artisane de la voix. Je me suis toujours considérée comme ça et puis il n'y a pas franchement d'étiquette à avoir. Vous savez, il y a un mot que vous avez oublié, c'est entertainer. Et je crois que c'est le musical qui me correspond le mieux. Parce que finalement, dans tout ce que vous faites, il y a une question de musicalité. Dans l'humour, c'est une question de rythme, de musique. Dans l'imitation, c'est aussi une question de musique. Et quand on vous voit aux grosses têtes, vous rappelez régulièrement que vous êtes d'abord une femme de voix et de musique. Non, mais... bravo. C'est aussi la marque qui s'est la plus modernisée ensuite par rapport au clavier, etc., synthétiseur, etc. Non, pas du tout. Ah bon? Eh ben, renseigne-toi. Autre question? Non, ça y est, ils vont se battre, j'adore. Non, c'est pas... Et alors, sur les Yamaha, t'as plein de pédales. Est-ce que tu connais les... Comme ici. Tu sais ce que c'est, les synthétiseurs, Il y a quand même toujours la musicienne qui vient rattraper à un moment donné la comédienne, l'humoriste, l'imitatrice. Bien sûr. C'est pas le meilleur extrait que vous ayez trouvé des grosses têtes. Mais... Vous êtes drôle tous les soirs. On en a pris un au hasard pour être tout à fait honnête avec vous. Non, mais en tout cas, je peux vous dire que la musique est toujours présente. Elle a toujours été d'ailleurs. C'est depuis la naissance. Elle a existé, elle existe toujours. Moi, c'est le langage universel qui correspond le plus à l'amour, à ce qu'on fait sur Terre. S'il n'y avait pas de musique, ça serait vraiment catastrophique. Non, la musique m'accompagne chaque jour de ma vie. Vous avez fait référence aux origines. Je voudrais justement qu'on remonte aux origines quelque part avec vous et un petit peu dans l'enfance. Souvenirs, nostalgie au rendez-vous. Je voudrais vous montrer une image, et pas n'importe quelle image. Cette image, c'est celle d'une droguerie. Alors, c'est pas forcément la droguerie de vos parents, la droguerie du sourire, mais c'est une droguerie tout court. Voilà l'image qu'on veut vous montrer ce soir. Elle arrive à l'écran dans un instant. Ça, c'est les images d'au fur et à mesure pour rappeler
Ça, votre c'est passé le clip, musical. ouais. Mais dans les souvenirs de Liane, il y a cette image d'une droguerie que la régie va nous montrer là à l'instant. On sait qu'à l'époque, très vite, vos parents remarquent votre talent pour l'imitation. Si vous vous mettez dans la peau de vos parents à l'époque, face à la petite Liane, vous lui dites, vas-y, t'as un don, t'as un talent que tu dois absolument faire grandir, ou au contraire, reviens sur le droit chemin, fais des études classiques et tu feras ça pour t'amuser sur le côté. Ah non, justement, moi, mes parents nous ont poussés, tous les 3 enfants, dans la musique, au théâtre. Enfin, ils nous occupaient tout le temps. Et moi, mon père avait remarqué ce grain de voix et non, ils ont toujours été au contraire. Ils ont toujours, quand je dis même au niveau, mon frère en a fait son métier. Il est toujours d'ailleurs un musicien, un compositeur. Donc non, ils ont été parfaits. J'ai choisi la bonne famille. Bah oui, parce que j'allais dire, on ne connaît pas forcément les mêmes familles. On sait que dans certaines, il y a un côté plus rétrograde. Quel est le message que vous voulez faire passer aux parents d'ailleurs? Moi, c'était tout le contraire. C'est-à-dire, oui, mais moi, ça dépend. Mes parents, eux, faire des études, c'était pas. Ils étaient 1000 fois plus fiers que je fasse une carrière comme celle que j'ai faite, par exemple. Mais aussi, j'avais quand même des parents qui voulaient notre bonheur aux 3 enfants. Donc, par n'importe quel biais, finalement, mais j'ai réalisé leurs rêves au-delà de leur espérance. Il y a le talent que vous avez depuis l'enfance, c'est une certitude. Et puis, il faut un peu de flair quand même, et notamment dans le choix des imitations. Alors, il y a des voix que vous maîtrisez à la perfection, vous les maîtrisez toutes, mais il y a des choix. Vous avez fait le choix d'imiter, par exemple, Roselyne Bachelot. Vous avez fait le choix d'imiter Ségolène Royal. Quand vous choisissez ces voix, c'est parce que vous savez qu'elles vont s'inscrire dans la durée et qu'elles vont faire partie de l'imaginaire des Français, ou alors il y a un côté un peu parieur fou, joueuse de casino qui dit je sens là qu'à un moment donné il se passe quelque chose et que cette voix-là va durer dans le temps. Non, en fait, c'est parce qu'elles ont quelque chose de spécial dans la voix. À chaque fois que vous imitez quelqu'un, parce que ce sont des femmes qui ne vous laissent pas indifférents et qu'elles ont un charisme spécial et elles sont originales. Quand on voit 2 femmes comme celle que vous venez de citer dans une carrière politique, c'est très très drôle quand on voit Ségolène qui parle très lentement, mais aussi elle prend des chemins de traverse, elle fait ce qu'elle veut, elle s'éclate. Voilà. Et Roselyne Bachelot, qui est par ailleurs devenue votre collègue aux grosses têtes. Non, mais qui paraît très 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 sérieuse comme ça et qui ne raconte que des blagues de cul. Donc voilà, c'est parce que c'est vraiment ça. Elle raconte des blagues hyper osées aux grosses têtes quand même, faut le dire. C'est absolument extraordinaire de voir d'ailleurs que vous côtoyez cette ancienne ministre et toutes les deux avec la même drôlerie, la même camaraderie, du flair. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. Du flair, vous en avez, c'est une certitude, sauf peut-être pour une chose. Je sais que ça fait partie de vos regrets, je voudrais vous montrer un nouveau visage, le visage de Barbara. Est-ce que c'est pas le seul moment dans votre carrière où vous avez manqué de cette petite intuition? Ah non, l'intuition, je l'ai eue puisque, en fait, moi, Barbara, je l'ai rencontrée parce que quand je suis arrivée à Paris, j'avais lu dans un grand magazine féminin, elle avait 6-8 pages, je sais plus, d'interviews. Et à un moment donné, je lis, non, mais moi je tombe par terre quand je lis ça. La journaliste lui demande, est-ce que vous suivez la nouvelle génération comme on peut me demander aujourd'hui? Et elle dit, il y a une jeune chanteuse qui vient d'arriver, elle s'appelle Liane Folliet, elle va faire une grande carrière, j'adore ce qu'elle fait. Et moi je lis ça, je dis, waouh, c'est Barbara qui dit ça, et j'ai voulu la rencontrer. Donc c'est à ce moment-là. C'est pas du flair. Elle m'a proposé d'écrire pour moi des chansons, mais à cette époque-là, il faut aussi comprendre ma position. Je vis avec mon compositeur, on fait des albums ensemble. Elle me dit ça. J'ai pas encore fait. J'ai fait Ravorange déjà, mais j'ai pas encore fait les petites notes. C'était plus non, je me dis plus de l'humilité qu'un manque de flair. Je vous dis la vérité. Je dis il faut que je garde ça dans un coin de ma tête et je lui dirai. Et puis elle a disparu après. Enfin, voilà. C'est ça le drame. Et il était peut-être trop tôt, c'était une question de timing plus que de flair et d'intuition. Oui. On a sans doute raté un moment de magie, mais il y en a eu des tas d'autres. La preuve, sur scène. Vous repartez sur scène avec la folle reparenthèse. Il y a toute une série de dates dont on doit vous parler ce soir, mais je vais peut-être vous laisser vous-même faire la promo. En choisissant une voix, on vous fait 3 propositions, vous pouvez en prendre une autre. On voulait vous proposer soit la voix de Muriel Robin, soit la voix de Catherine Fro, soit celle de Lynn Renaud, pour nous dire que vous serez le 18 décembre au Centre culturel d'Oderghem, le 9 janvier à Outigny, le 1er février à la Louvière, le 20 février à Namur et le 21 février à Bastogne. Vous choisissez une date. Alors non, je vais vous dire simplement, il faut voir ce show. C'est extraordinaire. En plus, elle m'imite à l'intérieur, alors. Alors, Bruxelles, on dit Bruxelles avec des S. Bruxelles, c'est le 18 décembre.
Alors, vous démerdez, mais vous venez. Voilà, ce serait plutôt ça. Muriel Robin, Éline Renaud qui font votre promo, que demander de mieux. Voilà. Je redonne les dates. Centre culturel d'Oderghem le 18 décembre, Ottigny, ça s'est rajouté le 9 janvier, le 1er février à la Louvière, le 20 février au Delta à Namur, le 21 février au Centre culturel de Bastogne. Merci Yann Folly d'être venu nous voir. Merci infiniment et je suis très heureuse de revenir chez vous pour mon spectacle. Et il y a un professeur Bouchella qui vous attend à la sortie de ce studio. Génial. Il est l'heure de lancer la remise des diplômes. Merci. Le problème, c'est que quand elle vient à Bruxelles, elle ne sait pas où loger. Donc si vous avez une chambre d'amis, professeur, étant donné vos liens d'intimité, je ne sais pas si on peut arranger quelque chose. Pour l'instant, la chambre d'amis, c'est le foutoir et Mosca essaye de gratter de pouvoir dormir dans le grand lit. Donc ça va faire un plan à 3 alors. Donc je rappelle à Yann Folly qu'elle devra cohabiter avec Mosca. Moi, je vais en prendre quelques images. Attendez, là on fait la une de la presse People, je vous le jure. Je vous le jure. En attendant, remise des diplômes, si vous le voulez bien. Et croyez-moi, on va changer de registre. Avec d'abord notre ministre de la Justice, Annelies Verlinden, qui, vous le savez, dans le plus grand secret, travaille sur une idée de prison au Kosovo. Elle n'est pas toute seule. Elle va mener d'ailleurs des discussions préliminaires cette semaine avec une autre ministre, Annelien van Bossuyt, qui s'occupe de l'immigration. Entretien exploratoire. On va voir si on fait comme le Danemark, qui, souvenez-vous, et on a les images de la prison, hein, le Danemark a déjà installé une prison au Kosovo dans laquelle ils envoient tous les détenus qu'ils n'ont pas envie de voir chez eux. Romu, si on construit cette prison au Kosovo ou si on utilise une prison au Kosovo, est-ce que ça nous coûtera vraiment moins cher que d'en construire une nouvelle chez nous? Sinon, on ne voit pas très bien l'utilité. Déjà une chose, rien n'est signé, ça serait pour des personnes qui ne sont non résidentes en Belgique. La deuxième, vu que le cabinet de la ministre Annelies Verlinden visiblement n'avait pas envie de répondre aujourd'hui, j'ai fait mes petites recherches. Et donc je me suis un peu penché dans le passé, parce qu'on a déjà loué à Tilburg notamment, aux Pays-Bas. Une prison aux Pays-Bas. On avait loué là plus ou moins, on avait envoyé 650 détenus. Ça nous avait coûté 300 millions d'euros sur 6 ans. Et selon les estimations qu'on regarde le modèle danois, ce que ça pourrait coûter pour la Belgique, on est sur quelque chose d'environ 20 millions d'euros par an. Donc sur 10 ans, faites le calcul, on a plus de 200 millions. Ou, selon d'autres calculs, 200 euros par détenu par jour. Donc, par détenu par an, 73 000 euros. Rendez-vous compte la somme, alors que la nouvelle prison, par exemple, d'Anvers, ça a coûté moins cher. Vous savez quoi? Ça a coûté hors TVA 195,8 Mais donc ce que vous nous dites ce soir, c'est super important. Oui. Financièrement, je dis bien juste financièrement. Il vaut mieux construire une nouvelle prison qu'aller en louer ou à l'autre bout de l'Europe. Alors là, mais les bras m'en tombent et à mon avis peut-être les vôtres aussi, comme dirait le professeur Bouchella. Je voudrais quand même qu'on entende les Kosovars dans cette histoire, parce que s'ils doivent accueillir tous nos détenus, en tout cas une partie de nos détenus, pas sûr qu'ils soient super heureux. Écoutez-les à propos des Danois qui ont débarqué chez eux. Njerëz të mirë I kish marrë Danimarka, se kish transferuar jashtë. Domethënë, tash nuk di, s'di çka themi, na jemi të pa fuqishëm. Le professeur Bouchella qui n'a même pas eu besoin des sous-titres puisqu'il comprend le kosovar parfaitement. Oui, ça vraiment, ça c'était très clair. Vous avez compris qu'il n'était pas content. Ah, ça je ne serais pas content non plus. Je pense que déjà, quand vous construisez une prison dans un pays, personne n'est content de l'avoir, entre guillemets, juste en face de chez lui. Mais alors, si vous avez une prison juste en face de chez vous, dans un autre pays, c'est encore pire. Je vous demande, Hubert, une cote sur 10 pour cette idée d'Annelies Verlinden. Elle n'est pas la seule, évidemment, derrière ce projet. Je vais peut-être vous choquer, mais comme la perfection n'existe pas, je ne peux pas mettre 10. Moi, je vais mettre 9,5. Ah, 9,5. Donc 9,5 parce que c'est une idée. Écoutez, les Danois, c'est pas un peuple de sauvages. Leurs prisons ne sont pas surchargées comme les nôtres, parce qu'elles le sont. Eh bien, ils trouvent à faire avec le Kosovo. Moi j'ai d'autres chiffres qui vont peut-être, excusez-moi. Un prisonnier au Danemark lui coûte 400 euros par jour. Quand il envoie au Kosovo, c'est 137 euros. Ça fait une fameuse économie. Et alors, vous l'avez dit, ceux qu'on va mettre au Kosovo, ce ne sont pas des prisonniers belges, ce sont des gens, des sans-papiers, des illégaux sur le territoire ou des gens qui doivent être expulsés et que leur pays ne toujours reprend des sans-papiers, pas. des gens qui n'ont pas toujours la nationalité belge aussi, Hubert. Oui, mais ou les expulsés que leur pays ne veulent pas récupérer. Je retiens ce soir qu'il y a une bataille des chiffres et on appellera les ministres pour mettre tout ça au clair. Hein. Répondez à Romuald et le problème sera réglé. Vous êtes évidemment les bienvenus sur ce plateau. Autre personnalité pour cette remise des diplômes. Et là, je vous demande un moment de recueillement ce soir, puisque nous allons parler d'une personne sacrée. Fabien Lejeune, c'est donc lui. Voilà le nouvel évêque de Namur et croyez-moi, il a un sacré parcours derrière lui. La presse nous en parle aujourd'hui. Cet homme-là est surfeur, il a été menuisier, il a connu un passé d'enfant placé. Et nous avons ce soir en exclusivité ses premiers mots pour LN24.
Merci de m'accueillir parce que, voilà, vous le savez, je suis hors de Belgique depuis 32 ans. Même si je reste attaché à la Belgique, je vais régulièrement voir les Sœurs Oblates à Froyenne, là où j'ai grandi. Ah, il a l'air sympa. C'est une exclusivité que nous partageons avec l'ensemble des médias belges, mais c'est une exclusivité quand même. Professeur, cet évêque a 51 ans. 51 ans. Il a l'air jeune, frais comme un gardon. Est-ce qu'il est largement en dessous de la moyenne d'âge pour un évêque ou pas? Oui, alors c'est le plus jeune avec son collègue Rossignol. Donc lui s'appelle le jeune, son collègue Rossignol de 51 ans, qui est de Tournai. Alors j'ai calculé une petite moyenne et des médianes, si vous voulez. Alors si donc il y a Monseigneur Rossignol qui a 51 ans à Tournai. Aussi. D'accord, voilà. C'était juste pour être sûr d'avoir tout compris. Voilà, c'est les deux qui ont 51 ans. Mais donc la moyenne sans ces deux de 51 ans, c'est 68 ans. Par contre, quand on rajoute ces deux-là dans le pot, il n'y a jamais que 7 évêques en Belgique, hein, donc c'est pas si compliqué à faire. Je les ai tous mis les uns derrière les autres. Alors on tombe à 63 ans. Donc même avec les deux de 51 ans, la moyenne aujourd'hui, au moment où on se parle des évêques en Belgique, c'est 63 ans. Donc lui, à 51 ans, il a encore 11-12 ans avant d'atteindre la moyenne. Ça se trouve à 65, il est pape. Hein. Oui. Comme il est parti, il est en avance sur son temps. Ça fait 32 ans qu'il n'a plus mis les pieds en Belgique. Qu'est-ce que la science peut lui conseiller? Je ne sais pas si vous avez un conseil. Alors écoutez, si quelqu'un vous explique la Belgique et que vous avez l'impression de comprendre, c'est qu'il vous a mal expliqué. C'est pire que la mécanique quantique, personne ne comprend rien. Donc vraiment, j'ai aucun conseil à lui donner. La science renonce sur ce coup-là. Julie, une cote sur 10 pour notre nouvel évêque? Ah, moi, 10 sur 10 parce que je veux pas de problème. Hein. Ouais. On sait jamais. Avec le Saint-Esprit. Hein. Oui, pas vous. Mais moi, je peux pas vraiment m'exprimer sur, sur la dimension religieuse. Mais c'est sûr que quelqu'un de plus ancré dans la réalité, qui a un réel vécu et qui n'a pas vraiment une vie entière épiscopale, peut-être ancrer un petit peu plus l'Église dans le réel et remettre l'Église justement au milieu du village. Et puis il fait du surf, il a été menuisier, Ah. honnêtement. Oui. Il a un parcours quand même un peu plus débridé. Troisième personnalité, on va demander à tous les parents qui nous regardent ce soir d'éloigner un petit peu les enfants de la télé l'espace d'un instant, parce que nous allons parler d'une personnalité ô combien sensible, non pas Rocco Siffredi, mais... Non, rien à voir. Mais Saint-Nicolas. Écoutez, c'est Saint-Nicolas dont nous allons parler ce soir. Il fait déjà l'actualité alors que nous sommes à peine au début du mois d'octobre. Saint-Nicolas qui est sur toutes les lèvres. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il risque de coûter cher, et même très cher cette année. Regardez ce que nous dit l'ADH aujourd'hui. Le prix des chocolats Saint-Nicolas vont exploser. Chez Carrefour, Deleuze, Colruyt, la hausse des prix aussi entre 40 et 88%. Enfin, c'était le cas l'an dernier. Et on est reparti à la hausse aussi pour cette année, puisqu'on nous dit rebelote, avec peut-être une hausse moins marquée, mais selon les enseignes, elle variera de 10 à 74%. Julie, je sais que vous avez contacté certaines écoles, certains pouvoirs organisateurs. Est-ce qu'on compte renoncer à la Saint-Nicolas, vu le prix que ça représente pour Alors, c'est pas le pouvoir organisateur qui s'occupe de distribuer les petits chocolats Non. aux élèves. C'est justement, et d'ailleurs, gros big up à elles, les associations de parents qu'on retrouve dans les écoles et qui organisent justement les fancy fairs, les ventes de gâteaux, les dîners spaghettis auxquels parents vous devez aller parce que c'est vraiment pour vos enfants. Enfin, voilà, on gagne de l'argent et avec cet argent, justement, on le redistribue sous forme de petits cadeaux aux enfants. Et je pense que les associations de parents sont gérées par des personnes qui sont motivées à faire plaisir et donc elles feront les bons choix en magasin et peut-être acheter moins de chocolat ou acheter des chocolats moins chers. Mais en tout cas, je pense que les enfants auront une Saint-Nicolas. Ça dépend évidemment de chaque établissement scolaire, mais oui, s'ils ont la possibilité de le faire, ils vont le faire. Vous avez parlé des parents, je vous pose la question pour être tout à fait au clair sur cette question, Hubert, mais concrètement, les petits Saint-Nicolas ou même les œufs de Pâques qu'on reçoit à l'école, un beau matin, quand on arrive, c'est sur le bureau, on les facture aux parents? L'école les facture aux parents? Mais jamais m'a-t-on dit on ne va envoyer des factures séparées aux parents. Non, mais c'est dans la liste, quoi. J'ai téléphoné à la commune d'Anderlecht, c'est gratuit, ça restera gratuit. À Liège, c'est gratuit et ça restera gratuit. Au Sacré-Cœur de Stockel, ce serait déplacé de les faire payer. Voilà, mais c'est c'est pas vraiment gratuit quelque part. Les C'est dans parents les frais scolaires. participent à la vie scolaire et dépensent de l'argent en fancy fair et voilà, c'est redistribué. Je me tourne vers la science pour conclure ce débat et le moment est important. Oui. La science nous dit-elle, vu le contexte budgétaire, vu la crise économique, doit-on faire l'impasse sur Saint-Nicolas dans les écoles cette année? Non, absolument pas. La science a contacté Saint-Nicolas, qui est tout à fait contraire à ce qu'on supprime Saint-Nicolas, ce qui est assez logique de la part de Saint-Nicolas. Mais non, surtout pas. Moi, j'ai un cours de logique formelle où je démontre à mes étudiants
éléments d'un point de vue argumentatif, logique et, si vous voulez, mathématique, qu'on peut expliquer que le Père Noël existe, alors, parce que c'est plutôt rigolo, alors que ce soit le Père Noël ou Saint-Nicolas, surtout pas. Parce que je pense que Saint-Nicolas, c'est important, parce que c'est fondateur. C'est si vous voulez, c'est un mythe fondateur, et c'est le moment où les enfants comprennent que le mythe fait partie du vivre ensemble, mais qu'il ne faut pas croire au mythe. Le mythe est une jolie histoire à laquelle qu'on doit connaître et à laquelle on peut adhérer ou pas, mais il ne faut pas le croire. Et je pense que ce moment où on comprend qu'il y a quelque chose qui existe, mais auquel on ne doit pas forcément croire. Vienne Folly vous attend à la sortie du studio pour en parler, parce qu'elle est très intéressée par cette discussion philosophique. Hubert, dans un instant, c'est promis, on reprend la parole, mais sur la grande affaire, parce qu'on doit absolument, oui, je vous jure, on doit absolument s'intéresser aux frais de représentation de nos bourgmestres. Sont-ils réglo ou pas? Certains journalistes ont mené l'enquête aujourd'hui, on vous livre les résultats dans un instant. À tout de suite. Je vous préviens, on va devoir composer avec la colère d'Hubert, qui avait des choses à dire sur Saint-Nicolas. On le soupçonne d'avoir des liens d'amitié anciens avec lui. Mais il en parlera plus tard, parce que d'abord, place à la grande affaire. Et il nous faut revenir ce soir sur le feuilleton qui a ouvert la semaine. Nous vous avons parlé hier de Jeanne Autzer, la maire du 8e arrondissement de Paris, qui est accusée, avec les frais de représentation, de s'acheter des fringues super chères. Et elle l'avouait hier sur le plateau de BFM TV en disant, au passage, merci aux Français. Comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Ouais, je m'achète des fringues pour être bien sapé. Chez nous, nous avons aussi des frais de représentation. Et ça fait la une de la capitale aujourd'hui qui s'est intéressée à nos bourgmestres, à nos élus, pour savoir ce qu'ils en faisaient. Avant de vous entendre autour de la table, petit tour d'horizon de ces personnalités et de leur exemplarité ou pas avec Alexandre Gérard. En voyant cette vidéo d'une députée française justifiant ses frais de représentation, certains élus ici sont presque tombés de leur chaise. Pour eux, il est impensable de faire payer leurs vêtements aux contribuables. La bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter, affirme qu'elle les paye de sa poche. En rentrant à l'hôtel de ville avec mes sacs, on m'avait laissé entendre que j'allais mettre cela en frais. Il n'en est pas question. Ces tenues, je les reporterai à titre personnel et quand on connaît l'état des finances communales, c'est déjà assez compliqué. Je ne veux pas faire peser ce type de dépenses sur le dos des habitants. Même son de cloche à Charleroi, Thomas Dermine, bourgmestre de la ville, veut que le collège montre l'exemple. On sait que le contexte budgétaire de certaines communes est tendu, comme à Liège, où Willy de Meyer songe à renoncer à ses frais de représentation, des frais qui s'élevaient à plus de 1 200 € en 2024. Maintenant que notre commune est sous plan de gestion, et bien que je n'y sois pas obligé, je songe à renoncer à ces remboursements, ne fût-ce que symboliquement. Cela fera partie des discussions sur le prochain budget. Ni en Wallonie, ni en région bruxelloise, il n'y a un plafond imposé. Le ministre bruxellois des pouvoirs locaux, Bernard Clairfailly, a fait une proposition en 2024. Il espère que le nouveau gouvernement votera cette mesure pour éviter un scénario comme à Saint-Josse il y a 2 ans. Une échevine s'était fait rembourser des fers à repasser ou des cigarettes. Alors ouvrons avec cette question. Les frais de représentation, est-ce qu'il faut les supprimer tout court? C'est ce qu'envisage, et il fait même plus que l'envisager Thomas Dermine du côté de Charleroi. Julie, d'accord avec ça? On arrête avec ces frais? Point à la ligne? Franchement, vu effectivement les finances dans certaines communes, il vaut mieux arrêter. Moi, je trouve ça plus élégant. C'est quand même des avantages en nature, c'est un certain privilège. Tous les citoyens ne peuvent pas bénéficier de ça. On s'achète nos propres fringues. Parfois, on fait très très mal. C'est ce qu'on me reproche souvent. Mais en tout cas, c'est comme ça. On apprend à gérer notre argent. Je pense que ces personnes gagnent suffisamment leur vie que pour s'acheter pour être bien sapé. Les choses sont claires, on fait l'impasse, c'est une question d'exemplarité. Nous ouvrons le Kama Sutra de la politique avec cette phrase de Romuald Lamorté. Quand tu es élu, tu n'es pas au-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que je veux dire... Mais c'est vrai, c'est de Romuald dans le texte. C'est vrai que c'est de moi, mais écoutez, certains comptent leur ticket de caisse, d'autres leur mandat. Pour moi, dans les deux cas, ça ne va pas. Car lorsqu'on est élu, effectivement, on n'est pas au-dessus. C'est le minimum syndical, l'exemplarité. Pour moi, c'est pas une ligne budgétaire. C'est la base du contrat de confiance dans une démocratie. Être élu, c'est servir, c'est pas se servir. Et donc, c'est la notion de service public que certains tentent un peu de dévaluer au quotidien qui est importante. Alors oui, qu'on demande sans cesse au peuple, à la population, de serrer la ceinture, mais pour moi, la carte Visa, vous la mettez au placard. Charleroi prouve qu'on peut, sans argent, faire un peu de politique
politique propre désormais, contrairement au passé. Et donc moi, je tiens aussi quand même à faire la distinction. Il y a les gens qui bossent en politique et on sait que bourgmestre, c'est dur, c'est répondre à des coups de fil sans arrêt, les ministres aussi. Mais dans notre personnel politique, il y a aussi des gens qui sont payés parfois, et je suis désolé, pour faire beaucoup moins, pour faire pas grand-chose, qui ont au Parlement fédéral, ils ont 2 000 € net, les députés, juste, entre guillemets, pour se déplacer. Il y a des choses qui ne vont pas et donc oui, il faut être exemplaire. Et être exemplaire, ça veut dire parfois avoir un peu plus mal. Il est en train de rôder tout petit à petit son discours de campagne. C'est bien agencé, on dirait un poème. Qu'au fur et à mesure, il s'écarte de plus en plus. Alors, professeur, Prendre avec moi. professeur, tentez discrètement de prendre la place qui vous reste sur le côté pour glisser votre avis au passage. Bah écoutez, j'ai juste regardé un peu, si vous voulez, les frais de représentation, ils sont importants s'ils sont bien cadrés, c'est-à-dire qu'on sait exactement à quoi ils peuvent servir. Mais voilà, c'est pas évident. l'achat de fringues, bien sûr, et s'ils sont justifiés. Bah oui. Et donc, une possibilité, ce serait éventuellement, comme font les pays nordiques, que les frais de représentation, quand ils sont cadrés, limités et justifiés, eh bien, on puisse les publier. C'est-à-dire qu'on puisse savoir exactement au centime près à quoi a servi les frais de représentation de tel élu. On va sur l'Internet et on sait que tel élu a utilisé à ça et ça les frais de représentation. Transparence, c'est normal, parce qu'à la puisque fin, c'est de l'argent notre public. argent. C'est de l'argent public. Mais Hubert, votre avis il dit là-dessus? Exactement ce que je voulais dire. Ça doit être contrôlé, ça doit être publié, parce que n'importe comment, nos élus ont quand même une image, une représentativité à assumer, et ça doit être gardé. Hubert, comme on sait jamais ce que vous allez répondre, on s'était permis de glisser un énorme point d'interrogation, mais vous êtes en train de le lever. Merci Hubert. Bravo Hubert. Bravo Hubert. Vous voulez que je vous parle de ça? Fidèle à ma voix, courvole à la victoire. Nous terminons donc sur un mélange des valeurs liégeois, du point d'interrogation de Saint-Nicolas et surtout un appel à la transparence à l'égard de nos élus. N'hésitez pas à publier quand vous avez des frais de représentation. Merci au professeur Bouchella d'être revenu du Cirque Royal. Merci à Romuald d'avoir abandonné sa carrière politique l'espace d'une heure pour nous. Merci à Julie d'avoir abandonné sa carrière de chanteuse l'espace d'une heure pour nous. Et merci Hubert d'être sorti de votre retraite comme chaque mardi soir. On vous doit une fière Pour chandelle. être frustré parce qu'on me coupe la parole. En plus de ça. Et le pire, c'est que vous revenez chaque semaine, malgré ça, malgré la persécution dont vous êtes l'objet. Dans un instant, Cyril Ferraud, tout le monde veut prendre sa place. Ce soir à 20h10, Profession criminelle. Avec Jody Beau et Denis Gauman, nous on se dit à demain, même heure, même endroit. Salut.